très nombreux ce matin pour ce jeudi de la thème autour de la question des chantiers des collections. Et je vais laisser la parole de ce pas donc à Olivier Cogne qui va animer cet échange. Donc Olivier, directeur du musée dauphinois, mais également vice-président de la FEMS. Et je vois juste qu'il y a encore quelques micros qui sont allumés. Voilà, donc si vous pouvez penser à les couper avant qu'on puisse démarrer. Je vous remercie. Oui, merci François, bonjour à toutes et à tous. On entend effectivement le son des quelques collègues. Là, si vous pouvez vraiment veiller à couper vos micros. Voilà, merci. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième jeudi de la FEMS de l'année 2023 sur un thème qui a été, je dois dire, plébiscité parce que François disait à l'instant que le nombre d'inscrits est supérieur à la moyenne. Alors ce thème, il est sorti du chapeau tout simplement parce que on s'est rendu compte au sein du réseau que de nombreuses opérations de ce type étaient conduites actuellement et qu'il y avait un véritable intérêt à pouvoir partager sur ce sujet du chantier des collections et de pouvoir aussi vous le proposer dans un contexte où depuis l'Isère, nous conduisons nous-mêmes un chantier des collections d'envergure qui concerne une grande partie des musées du département de l'Isère, du réseau de cette collectivité. Donc c'était aussi très intéressé pour nous du côté de l'Isère de pouvoir partager avec des collègues sur d'autres territoires. Quelques mots sur le déroulé de cette séance, comme nous avons l'habitude de les organiser. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30, avec 3 temps qui sont prévus. Évidemment, un temps d'intervention de la part de nos collègues qui ont prévu des PowerPoint pour illustrer leurs propos, avec 10 à 15 minutes chacune. Je vous remercie de tenir ce timing. À la suite de quoi, donc, nous aurons un temps d'échange. Je vous poserai quelques questions et puis nous ouvrirons donc à la discussion avec l'ensemble des collègues qui sont présents avec nous ce matin. Et sans doute beaucoup de questions qui seront appelées après vos interventions. Si vous voulez bien, avant d'engager ces présentations, j'ai tenté de trouver une définition très large qui nous permet de nous plonger dans ce sujet. Nul n'ignore ce matin ce qu'est un chantier de collection, mais j'ai repris là une définition très synthétique que l'on retrouve dans le programme des formations de l'Institut national du patrimoine, que je vous livre et qui volontairement est très large. Un chantier des collections, c'est une opération exceptionnelle. Je crois que le qualificatif est très approprié pour une institution permettant de traiter en masse un ensemble d'objets dans un objectif défini. On parle de transfert de collection, souvent de création de nouvelles réserves, on en parlera ce matin, ou de rénovation de musées, Chaque chantier est spécifique, nous le verrons, et dépend du contexte de l'institution et des besoins des collections. Il nécessite des moyens exceptionnels, vous voyez, le terme est repris, sur le plan humain, financier et technique. Il faut bien évaluer en amont, c'est l'un des enjeux aussi de la présentation et des discussions de ce matin, si on souhaite le mener à bien. Voilà, je livre à la réflexion donc cette définition que j'ai trouvée sur le site de l'INP. Il y a donc une grande diversité de cas de figure. Il n'y a pas le propos de ce matin n'est pas de se dire qu'il y a une recette magique qui peut être réutilisée pour chaque chantier des collections, mais qu'il y a sans doute quand même des points communs et des leçons à tirer d'une telle expérience dont nous souhaitions discuter ce matin avec 3 expériences que 3 acteurs du réseau ont accepté de partager avec nous, qui sont donc des chantiers avancés à des degrés divers, parfois très avancés, puis parfois qui commencent tout simplement. Nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir entendre donc les interventions. Alors on a un peu revu l'ordre puisque Manon Six va nous rejoindre dans un second temps. Elle est dans les bouchons pour tout vous dire, mais elle va arriver, donc du musée de Bretagne. Mais sans plus tarder, donc, je vais vous présenter donc Gaël Lardeux, donc, qui est chargé d'exposition et de la régie du musée des phares et balises
dans le Finistère. Rachel Kerebel, qui était annoncée, malheureusement n'est pas avec nous ce matin, mais donc Gaëlle représente le musée. Et ensuite, donc, nous entendrons Élodie Gilbert, qui est responsable du chantier des collections du musée savoisien. Voilà, donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Gaëlle. Nous sommes là dans un chantier des collections qui s'inscrit dans un double contexte, à savoir celui de la rénovation de ce musée, dont vous m'indiquiez, Gaëlle, que le musée est encore ouvert au public, mais qu'il devrait fermer ses portes prochainement à l'automne, hein, si j'ai bien compris, avec une ouverture en 2025, si voilà. tout va bien. À l'horizon 2025. Voilà, ça c'est la première motivation, on va dire, et la seconde, qui n'est pas non plus accessoire, c'est l'affectation d'environ 150 items par l'État dans les collections du musée. Tout à fait. Voilà. Voilà, c'est à vous, Gaëlle. Bah, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais partager mon PowerPoint de suite. J'espère que vous le voyez bien. C'est parfait. Je peux le mettre en grand, ce sera plus simple. Voilà. Donc, effectivement, Rachel, ma collègue Rachel, qui est régisseuse des collections au musée, devait intervenir avec moi. En fait, elle s'est surtout occupée de la partie marché du chantier des collections. Donc, je vais quand même aborder ce point. Mais c'est vrai que s'il y a des questions un peu plus précises auxquelles je ne peux pas répondre, je lui transmettrai sans souci. Et un tout petit point juridique, en fait, le musée des Phares et Balises, donc, qui se trouve sur l'île de Ouessant, au large du Finistère, à l'heure actuelle une double tutelle. En fait, la gestion quotidienne du musée est gérée par le Parc naturel régional d'Armorique et la gestion scientifique des collections et le projet de rénovation du musée est géré par le conseil départemental du Finistère, dont je fais partie. Donc, on appelle Mission du Centre national des phares. Et en fait, nous sommes une équipe de 5 personnes en charge de la rénovation du musée. Et nous faisons le chantier des collections en interne avec notre petite équipe de 5. Donc voilà, les bases sont dites. Un rappel très bref de l'histoire du musée. En fait, le musée des Phares et Balises est l'héritier direct du musée des phares qui était situé au Trocadéro à Paris. En fait, un musée qui exposait toutes les innovations majeures dans l'univers de la signalisation maritime des 19e et 20e siècles. Donc, le musée du Trocadéro ferme ses portes en 1955. Tous les objets que vous voyez sur votre droite sont mis en caisse et sont stockés au CEREMA, qui est en fait l'entité ingénieure des Phares et Balises. Et voilà, ces objets restent en caisse. Et à ce moment-là, donc vous avez à gauche le phare du Créache situé à Ouessant et juste derrière le phare, un grand bâtiment où se trouve le musée des Phares et Balises. Et en fait, c'est l'ancienne salle des machines du musée. Et cette salle, elle est justement vidée de ses outils dans les années 70. Et à cette époque-là, sur l'île de Ouessant, se trouve Jean-Pierre Gestin, conservateur du patrimoine et qui a créé l'écomusée de Ouessant quelques années plus tôt. Donc, il profite de cette opportunité, de ce grand espace donc, que vous voyez sur votre droite, qui se libère et ces objets très précieux qui dorment en caisse pour les rapatrier et créer le musée des Phares et Balises en 1988. Donc, on a une collection très variée, mais bon, comme la majorité des musées de la FEM, je pense. Et on a la particularité, en fait, d'avoir la majeure partie de nos objets, de nos collections, qui sont une affectation de l'État. Donc, du secrétariat d'État chargé de la mer, donc notamment toute la collection historique qui provient du Trocadéro. On a aussi un important dépôt du DRASM, un important aussi dépôt de photographie d'Univers Science, donc qui est la fusion de la Cité des Sciences et du Palais de la Découverte, et une partie des collections que le département a en pleine propriété. Donc, comme le disait Olivier, en fait, ce chantier des collections, il intervient dans un double contexte. D'abord, le souhait de rénover ce musée, donc qui date de 88 et qui a une muséographie assez vieillissante. Et cette arrivée d'environ 150 items affectés par l'État et qui sont stockés temporairement dans 2 endroits différents. L'antenne du CEREMA qui est située à côté de Brest et un hangar temporaire à quelques kilomètres de Brest.
Donc, en 2019, ma collègue Rachel arrive à la mission. Un marché est lancé donc pour ce chantier des collections. Et en fait, ce marché, il comprenait 2 tranches. Une tranche ferme concernant l'étude préalable à la mise en œuvre du chantier des collections, avec des missions d'évaluation, de faisabilité et de planification. Et une tranche optionnelle qui est la mission d'assistance à la mise en œuvre du chantier des collections. Donc en septembre 2019, on sélectionne le groupement de Pierre-Emmanuel Niborg, qui est conseiller en conservation préventive, et avec lui une équipe de 9 conservateurs-restaurateurs qui se trouvent dans le Grand Ouest, avec chacun leur spécialité liée à nos typologies d'objets, et un transporteur aussi dans ce groupement. Et donc, à l'été 2020, ils nous rendent une étude préalable qui est un beau bébé, en fait, qui n'a pas été simple à aborder de prime abord parce qu'il a cette étude préalable sur nos collections et la faisabilité du chantier. Elle avait 3 entrées différentes. Il y avait une entrée sur la typologie des objets, une entrée sur les problématiques, notamment de conservation avec les niveaux d'altération de nos collections, et une entrée en fait par site. Parce que comme je vous disais, donc on a des objets affectés qui sont stockés au CEREMA, on en a d'autres dans un regard temporaire, on a tout notre fonds photo qui est situé à Quimper, à la réserve muséographique départementale, et finalement les objets qui sont exposés dans le parcours et dans les réserves accolées au musée. Donc cette étude, elle a été très importante et très riche parce qu'elle nous a permis en fait de définir le besoin en stockage, les nécessités aussi de manipulation, notamment pour les optiques qui sont dans le parcours permanent, savoir si on allait pouvoir les monter, les démonter ou s'il allait falloir les déplacer telles quelles. Nos besoins matériels aussi pour le chantier des collections, et finalement, ils nous ont réalisé un état global en fait de nos collections, car presque tous les objets ont été vus avec un constat d'état. Donc l'étude est rendue en 2020, du temps se passe, et on va dire que cette deuxième phase du marché se poursuit en 2020, enfin débute même en janvier 2020, avec tout d'abord un premier temps de formation dispensé par Jeanne Echinard, qui est préventeur et restauratrice en métaux archéologiques. Elle est aussi la responsable du laboratoire Art Antique à Nantes, pour celles et ceux qui connaissent. Et en fait, pendant 3 jours, Jeanne nous a nous a parlé du chantier des collections, tout simplement, parce que c'est vrai que pour certains, nous le savions dans l'équipe, mais par exemple, Bruno, qui est notre assistant administratif, n'avait jamais entendu parler d'un chantier des collections, à part pour le marché, évidemment. Et donc voilà, on a revu toutes les étapes d'un chantier des collections, des notions en conservation préventive et curative. Et on a aussi pu réaliser des constats d'état. Parce qu'en fait, là, l'endroit où nous sommes, c'est au CEREMA, là où nous avons une 50aine d'objets qui ont été affectés. Et de fait, on a pu allier la théorie et la pratique. Donc, on a réalisé des constats d'état sur ces objets. On a aussi effectué un dépoussiérage, du conditionnement. Donc voilà, c'était vraiment intéressant d'allier théorie et pratique. Et c'est ce qui s'est fait par la suite, donc en mai 2022, où on a poursuivi les formations. Donc on a eu plutôt des formations sur le verre, le métal et sur la prise de vue. Donc 3 jours de formation avec de même le matin un côté un peu plus théorique et l'après-midi de la pratique. Et à la suite de ces 3 jours, nous avons véritablement commencé notre chantier des collections. Donc vous avez l'image à droite, donc on était dans une salle sous climat contrôlé, vraiment de très bonnes conditions pour effectuer une première étape de chantier des collections, avec une 50aine d'objets de format petit et moyen, pas trop abîmés non plus. Et en fait, chacun a tourné sur tous les postes d'un chantier des collections. Donc vous avez au fond Rachel sur le poste de dépoussiérage, moi-même sur le poste de traçat. Ensuite, il y avait le poste prise de vue avec Émeric et Bruno, et derrière, on ne voit pas le poste de conditionnement. Donc tout le monde a pu tester en fait chaque poste d'un chantier des collections. Alors,
En juin 2022, une nouvelle étape de chantier des collections là, dans le hangar temporaire où étaient stockés plus d'une centaine d'objets. Et là, on n'était plus du tout sur les mêmes conditions. Déjà, c'est des objets qui sont restés stockés ici dans ce hangar pendant environ 4 ans. Donc, vous voyez sur la photo de gauche un après-avant, si je prends de gauche à droite, avec à gauche une optique qui a été dépoussiérée, nettoyée, et à droite une optique qui ne l'a pas été. Donc vous voyez l'état d'encrassement. Et donc là, ce chantier des collections, il a duré 1 semaine et demie. Ça a été très long. En fait, si c'était à refaire, on n'aurait pas enchaîné 5 jours, enfin 1 semaine complète dans ces conditions de chantier. C'est ça qu'à la fin de la semaine, on était assez cassés. Et puis en plus, chacun a ses impératifs à côté au niveau du boulot. Donc voilà, une petite leçon à tirer de ce chantier. Mais c'était très intéressant. Et on avait Morgane et Natacha, deux restauratrices, qui nous accompagnaient pendant ces étapes-là et qui, à côté de ça, en fait, effectuent aussi du nettoyage, des consolidations sur des objets si nécessaire. Après, du temps à passer, parce qu'à la base, on devait, dans le projet de rénovation du musée, il y avait aussi le projet de construire un pôle de conservation sur le continent. Malheureusement, ce pôle de conservation ne se fera pas et là, on est plutôt sur l'agrandissement des réserves à Ouessant. Mais ce qui fait qu'on a eu un temps assez long sans autres étapes de chantier des collections et on a décidé de programmer la fin mars une nouvelle étape de chantier des collections à Ouessant, histoire de remobiliser les équipes avec toujours un temps de formation sur l'archéologie sous-marine cette fois-ci. Et donc, formation théorique et après on aura la pratique avec le conditionnement et le dépoussiérage et la traçade, tout un fond d'archéologie sous-marine déposé par le DRASM. Donc ça tombe la semaine des rencontres professionnelles de la FEM, c'est pour cette raison que nous ne pourrons malheureusement pas être là. Mais voilà, par la suite, on a normalement en fin d'année, à l'automne 2023, le musée qui fermera ses portes pour entamer le chantier des collections dans le parcours du musée. Donc voilà, des grandes étapes à suivre. Et puis on espère un jour vous accueillir au musée pour, pourquoi pas, des prochaines rencontres professionnelles. Je vous remercie. Merci Gaëlle pour cette présentation qui a parfaitement tenu compte de notre timing. Je vous propose de passer sans transition à l'intervention d'Élodie Gilbert de façon à grouper les questions donc dans la deuxième partie de séance. Donc Élodie Gilbert, je le rappelle, est responsable du chantier des collections pour le musée savoisien. Là, nous sommes dans un contexte qui est à la fois celui de la rénovation du musée, dont vous êtes tous informés, je pense, toutes et tous, avec une ouverture, on peut le dire, puisque c'est vraiment imminent, le 27 avril, je crois. Hein, c'est ça. Voilà, c'est ça, et pour le public à partir du 29. Et pour le public à partir du 29. Donc, évidemment, il y a une grande attente de la part des membres du réseau par rapport à cet événement. Donc, nous sommes à la fois dans le contexte de la rénovation de ce musée, mais aussi dans la construction à venir de nouvelles réserves. Voilà. Une opération qui est engagée depuis plus de 10 ans, Élodie, hein, dès 2012. Avec un musée qui a fermé ses portes, c'est important de le souligner, fin 2014, même si vous me le disiez avant de préparer cette séance, dans la préparation de notre échange, qu'il y avait quand même la possibilité pour les chercheurs d'obtenir des rendez-vous sur demande, mais que le musée, donc lui, était fermé au public depuis fin 2014, de façon à se consacrer à cette rénovation et à ce chantier. Élodie, c'est à vous. Alors, bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran et le PowerPoint. Hop. Si vous voyez, c'est tout bon. Alors, du coup, bonjour à tous et merci beaucoup de cette opportunité de parler du chantier du musée savoisien. Alors, le musée dispose de collections vraiment très hétéroclites, que ce soit des collections historiques, des collections archéologiques, des collections ethnographiques.
qui vont de la protohistoire à aujourd'hui. Donc, ça nous fait un panel de matériaux, de techniques, de beaucoup de choses à traiter sur notre chantier des collections. Alors, comme l'a dit Olivier, le chantier des collections prend place dans un contexte un peu particulier. Ça arrive en 2012, après le changement de propriété du musée qui passe de la ville au département. Et à ce moment-là, il est donc fait un choix d'une rénovation du musée, que ce soit du bâtiment, une rénovation et une restauration, puisque c'est un bâtiment classé monument historique, une refonte totale du parcours permanent qui jusque-là datait des années 70-80, et en parallèle, un projet de nouvelle réserve. Jusque-là, la quasi-totalité des collections étaient conservées au sein même du musée, dans les combles qui avaient été aménagés et dans des bâtiments théoriquement temporaires, puisqu'ils n'étaient pas adaptés pour conserver des réserves. C'est un élément important parce que c'est des arguments qui ont joué sur le choix que nous avons fait de traiter telle ou telle collection au niveau de nos priorités. On a d'ailleurs traité la collection archéologique en premier, puisque c'est la première qui a eu sa réserve en quelque sorte. Pour ces collections-là, il a été fait le choix d'adapter un bâtiment, et ce en partenariat avec le SRA, le service régional d'archéologie, puisque une grande partie de leur collection étant destinée à arriver chez nous, finalement, un projet commun a trouvé toute sa logique. Sauf que pour faire un déménagement de collection, il fallait pouvoir avoir des conditionnements qui, pour le coup, conservaient les objets, ce qui jusque-là n'était pas du tout le cas. Donc, d'où la priorité du déménagement, on a fait ce choix-là. Donc, voici des petits exemples de conditionnements qui ont été réalisés à l'époque. Pour tout le reste, normalement, elles trouveront leur place dans ce nouveau centre de conservation. Le problème, c'est qu'il a toujours pas eu, il est toujours en cours de préparation, sauf que nous, avec le chantier du musée, les agents ont dû partir et les collections avec. Donc, il a fallu qu'on trouve, en plus des bâtiments qu'on avait déjà, des bâtiments temporaires, alors qu'ils ne sont pas des bâtiments de réserve, mais qui, dans l'urgence, nous permettent de stocker ce qui nous restait en dehors de cette réserve archéologique. Donc, je vous ai mis quelques images ici de l'espace qui est dédié au textile, aux arts graphiques et aux beaux-arts. Alors, ces bâtiments nous ont bien rendu service. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout adaptés aux collections et que les collections qui sont stockées devront subir un autre déménagement. Donc, c'est à nouveau un déplacement à prendre en compte dans la construction des conditionnements. Et de même, ce n'est pas adapté aux collections, mais ce n'est pas adapté aux agents toute l'année, à cause de variations de température, trop froid l'hiver, trop chaud l'été. Donc finalement, ça nous oblige à être en changement de chantier des collections en permanence. Parce qu'évidemment, on arrive rarement à finir un chantier au moment où le climat nous jette dehors. Voilà, donc on joue un petit peu sur les collections et sur les endroits en fonction des moments de l'année. Un autre argument qui a joué dans le choix des collections traitées a été les anciens conditionnements. Parce qu'il y en avait qui avaient été faits avec beaucoup de soin dans les années précédentes, je dis les années précédentes, mais 20, 30 ou 40 ans. Le problème, c'est que les matériaux utilisés n'étaient plus du tout stables et pouvaient mettre en danger les collections. Et enfin, l'un des derniers paramètres qui a joué sur nos décisions, ça a été la présence ou non des collections dans le parcours permanent. Il a été fait le choix que pour les collections présentées, elles disposent au maximum de leur présence sur la base de données, puisqu'en même temps que le musée ouvrira, il y aura un portail des collections. Et la volonté était que les objets vus sur le parcours puissent pouvoir être renseignés pour le public sur le portail. Voilà, qu'il puisse y avoir un parallèle entre les deux et pour ceux qui le souhaitaient, trouver un complément d'information. Alors, l'avantage d'un musée fermé était que, à divers moments de ces 10 années qui sont écoulées, la quasi-totalité de l'équipe a pu participer au chantier des collections. Alors, à divers postes, en agent de manipulation, en agent de saisie, mais sur une équipe de 25, à peu près 20 agents ont pu y participer pendant cette période-là.
Alors, c'est une grande chance, mais c'est également un élément compliqué, puisque le but du jeu, enfin, en tout cas, nous, celui qu'on a voulu avoir, ça a été de donner l'impression que tout a été fait par une seule main. Or, on s'est rendu compte que ce soit pour les dénominations des objets ou pour les matériaux ou les techniques, on n'avait pas du tout la même perception les uns avec les autres. Donc, pour chaque collection traitée, on a mis en place un protocole extrêmement précis, justement pour essayer de pallier à cette diversité. Les collections n'ont jamais été complètement vues, donc on a toujours des découvertes pour chaque collection. Donc, en cours de chantier, on est toujours en discussion pour le choix des termes utilisés. C'est discuté et choisi collégialement à chaque fois. Alors, des fois, les termes sont acceptés, des fois non. On trouve des terrains d'entente, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a tenu jusqu'au bout. Alors, on s'est rendu compte que sur tous les chantiers qu'on avait menés jusque-là, archéologie, numismatique, textile, ethnographique, la chaîne opératoire que nous avions décidée avait très peu varié depuis l'origine. Donc, on a toujours commencé par le dépoussiérage des collections. Alors, comme vous pouvez le voir sur la photo de la robe, on est devenu de grandes spécialistes pour les robes mitées, parce que les collections textiles avaient subi une infestation dans les années 70. Donc, pour vous donner une idée, pour ce type de robe en laine recouverte telle qu'elle, il nous faut à peu près 42 heures de dépoussiérage. Donc, on est devenu plutôt efficace. L'étape d'après, qui est non des moindres, c'est la prise de mesure et surtout, du coup, l'identification, qui passe à la fois par la présence d'une étiquette, mais par le marquage même de l'objet. Donc, les techniques varient en fonction des matériaux, que ce soit du papier, du verre, de la céramique ou du textile. Et puis, bien évidemment, l'entrée de l'objet sur la base de données qui, finalement, équivaut à une pièce d'identité de celui-ci. Alors, la variété des objets fait qu'on a une variété de conditionnement. Alors, je vous avoue que on s'est plutôt fait plaisir là-dessus, puisqu'on arrive à des choses vraiment très variées. Donc, je vous ai mis quelques petits exemples. Donc, c'est vrai que pour les conditionnements qu'on réalise, on doit à la fois prendre en compte un conditionnement définitif, mais également le déménagement des collections dans les nouvelles réserves et bien sûr la place que ces derniers prendront. C'est d'autant plus important pour le conditionnement de nos collections textiles. Pour vous donner une idée, rien que pour les robes, on en a à peu près 200, ce qui est pas forcément énorme, mais au vu du nombre de collections que nous avons, il a fallu qu'on mette en place un conditionnement plutôt généralisé, mais nous avions également le souci de nous adapter à chaque objet. C'est pour ça qu'on a fait le choix de création de conditionnement en interne. Donc, nous achetons les différents éléments, la ouate, le jersey, les cintres, et ensuite, avec une même technique, donc bien acquise, donc qui va assez vite, nous adaptons à chaque objet. Donc, le fait de réaliser nous-mêmes nous permet de nous adapter, par exemple, au niveau du rembourrage des cintres, de la longueur et de la largeur des bras, de l'épaisseur du buste, pour au maximum atténuer les tensions sur le textile. Alors, pour le chantier textile, on est particulièrement fiers du chantier coiffe qui a été réalisé à l'initiative de ma collègue Adrienne Kretschmar, qui ensuite nous a formés, qui nous permet du coup de réaliser nous-mêmes le support des coiffes. On s'est rendu compte que la meilleure solution pour justement pour les conserver était de leur réaliser un support comme si elles étaient portées aux mesures de chaque coiffe. Donc du coup, pour ça, on utilise du faux shape, qui est un matériau qui se sculpte avec la vapeur d'eau. Et on arrive à des conditionnements plutôt qui s'adaptent finalement aux matériaux, à la forme et à la taille des coiffes. Donc, on était plutôt contents de ce chantier-là. Donc, jusque-là, on a à peu près passé 100 000 objets sur le chantier des collections. Alors, je vous avoue qu'il nous en reste encore beaucoup, mais on ne désespère pas d'un jour voir la fin. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci à vous, Élodie, pour cette présentation qui ne manquera pas de générer aussi beaucoup de questions, j'en suis sûr, tout à l'heure.
Alors, je ne sais pas si notre collègue Manon Six a pu nous rejoindre. Je n'ai pas regardé la liste des participants. Est-ce que Manon, vous êtes avec nous? J'ai pas l'impression qu'elle soit encore arrivée. Pas encore. Très bien. Ben, écoutez, dans ce cas-là, on va s'adapter, n'est-ce pas? Moi, j'ai évidemment, peut-être avant l'arrivée de Manon, quelques questions aussi à poser à nos deux intervenantes qui ont pris la parole, à Élodie et à Gaëlle. Nous sommes là dans des opérations éminemment collectives. Et donc, l'engagement de l'ensemble des équipes, des établissements concernés est un véritable enjeu. Vous en avez un tout petit peu parlé, mais peut-être pour y revenir l'une et l'autre, je voulais vous demander, au-delà du service des collections, du pôle de conservation de vos établissements, quels ont été les autres personnels impliqués dans la participation à ces chantiers? Alors, vous êtes avancé à des degrés divers, mais c'est vrai qu'Élodie, c'est peut-être plus facile pour vous de nous répondre, mais Gaëlle a peut-être aussi des éléments là-dessus. Je peux commencer si vous voulez, il n'y a pas de… Alors nous, aujourd'hui, on n'est plus que 2 à participer au chantier des collections, plus une stagiaire. Par contre, effectivement, au plus fort du chantier, quand le musée finalement était complètement fermé, nous avions tous les services, l'assistante de communication, la secrétaire administrative, la responsable administrative. Nous avons également les agents techniques qui se sont chargés des gros objets, puisqu'on avait une collection de meubles savoyards vraiment conséquente qui dépassait une collection d'à peu près plus de 500 pièces. Nous avions également du coup les agents d'accueil qui au départ étaient agents de manipulation, puisqu'en fonction des collections, on travaillait en binôme. Pour les gros objets, ils travaillaient à 3 ou 4. Et puis pour des collections telles que les estampes ou la numismatique, on travaille seul. Donc les agents d'accueil ont pu travailler comme agents de manipulation. Et puis ceux qui ont eu la volonté de le faire sont aussi passés agents de saisie sur les monnaies. Et certains se sont découverts de véritables passions. Donc, c'est vraiment tous les services qui ont été mis à contribution. Merci Élodie. Dans un contexte, je le rappelle, où le musée savoisien est fermé au public, oui, notamment par rapport à la participation des agents d'accueil. Mais en tout cas, c'est une opération qui a mobilisé tout le monde, finalement. C'est ça. Pour le résultat. Du côté du musée des phares et balises? Alors, de notre côté, comme je vous le disais durant la présentation, nous sommes une équipe projet de 5 personnes. Donc, la totalité de l'équipe a été mobilisée pour ces 2 premiers chantiers des collections que nous avons menés. Et ensuite, lorsque le musée fermera et qu'on réalisera le chantier des collections des objets présents dans le parcours permanent, le but est aussi de mobiliser les 2 chargés d'accueil et de médiation qui travaillent au musée pour le PNRA, mais qui travailleraient avec nous sur le chantier des collections. En plus, l'une d'entre elles est là depuis la création du musée. Donc, elle a participé aussi à la création du musée, au montage des optiques. Donc, il y a énormément de connaissances là-dessus qui vont être essentielles pour ce chantier des collections de grande ampleur. Entendu, merci pour vos réponses. Dans la continuité de cette question, a été mis en place pour le projet isérois dont je parlais tout à l'heure, un plan de formation qui va donc s'engager à partir de cette année. Ma question était justement sur les formations qui ont été organisées peut-être en interne et en externe, et touchaient-elles ces formations finalement l'ensemble des agents qui ont pris part au projet ou qui vont prendre part au projet? Oui, pour notre part, du coup, les agents, alors l'équipe scientifique continue d'ailleurs de se former notamment sur les différents matériaux. Par contre, le reste de l'équipe a été formé en interne, effectivement. En fonction, alors soit en agent de manipulation, soit en agent de saisie. Et puis la rédaction des protocoles pour chaque étape, que ce soit ne serait-ce que la manière dont étaient formulées les inscriptions sur la base de données, est également du coup un bon support pour aider les agents. Merci. Gaëlle? De notre côté, les 5 membres de l'équipe ont tous été formés
donc à tous les postes d'un chantier des collections et à toutes les typologies aussi des objets. Comme je vous le disais, on a eu des formations verre, métal, on va voir archéo, donc tout le monde est formé. Et voilà, en fait, voilà, après, c'est vrai que nous, quand j'entends Élodie parler, c'est vrai que c'est complètement différent parce qu'on est une toute petite équipe, donc forcément, tout le monde, c'est beaucoup plus facile que tout le monde soit mobilisé et que tout le monde puisse se former aussi. C'est cette chance-là qu'on a. Et en fait, voilà, chaque formation était portée par un restaurateur du groupement en charge, qui nous accompagne pour le chantier des collections. Entendu. Très bien. Écoutez, Manon Six m'annonce par SMS qu'elle est bientôt arrivée, mais pas encore. Donc, je vous propose que nous procédions peut-être à l'ouverture des échanges avec les personnes qui sont présentes. Moi, j'ai évidemment plein de questions. Je pense que les collègues isérois aussi, mais nous sommes assez nombreux. Et puis, quand Manon Six nous rejoindra, on procédera à sa présentation. Donc, y a-t-il des questions à nos deux intervenantes? Merci peut-être de procéder par l'outil lever la main que vous devez connaître, qui nous permet aussi de voir un peu qui est prioritaire dans la prise de parole. Marion Carcano, responsable des collections du musée dauphinois. Alors, votre micro est coupé, Marion. Pardon, voici, bonjour à tous. Merci pour ces présentations. Alors, on a effectivement beaucoup de questions, je pense qu'on aura l'occasion de repartager. Vous avez abordé un des points essentiels de la formation. J'aurais aimé vous questionner sur les questions de traçabilité des collections. Nous sommes, en préparation d'un transfert conséquent des collections avec plusieurs sites concernés, plusieurs sites de réserve. Peut-être les transferts vous concernant n'ont peut-être encore pas été conséquents dans l'attente de vos futures réserves, mais néanmoins, est-ce que vous avez utilisé, j'ai vu que vous avez utilisé Skin Museum, des outils de traçabilité pour opérer ces transferts, ce premier déménagement, et sinon, comment avez-vous procédé ? Quand on a fait le déménagement de la collection archéologique, c'est vrai qu'en fait, on a fait le transfert par papier parce qu'on n'avait pas, on a eu des problèmes de serveurs et d'ordinateurs. Résultat, en fait, on ne pouvait pas, une fois sur place, faire directement le changement sur la base de données. Donc, ce qu'on avait fait, c'est que comme pour les collections archéologiques, tout était en bac. On a fait manuellement et une fois qu'on a à nouveau eu Internet, on a fait le changement en externe. Pour toutes les autres collections, en fait, comme rien n'avait été récollé, on a tout déménagé et une fois qu'on a commencé le chantier, on a fait la partie traçabilité. Je ne sais pas si j'ai été claire sur tout, mais voilà, on a dû avoir plusieurs méthodes en fonction des collections. C'est bon, Marion, c'est bon. Marion ? Oui, désolé, on a perdu la connexion. Oui. Nous revoilà. Est-ce que Olivier est avec nous? Ah, il s'est peut-être rapidement déconnecté. Qui s'est... Bon, il va revenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous aviez entendu du coup la totalité de ma question? Je ne sais pas à quel moment ça s'est déconnecté. Oui, et j'espère que vous avez eu toute ma réponse du coup. Je ne l'ai pas eu, mais je regarderai l'enregistrement. Je ne veux pas vous retarder, évidemment. Non, mais puis sinon, il n'y a pas de souci pour en rediscuter si vous avez besoin aussi. Avec plaisir, merci, désolée. Olivier est de nouveau là. Donc, si jamais vous avez d'autres questions pour nos deux premières intervenantes, n'hésitez pas à lever la main.
Voilà, je vous ai retrouvé, excusez-moi, petit problème technique. Donc j'entendais François suggérer des prises de parole en attendant l'arrivée de Manon Six. Alors, je n'ai entendu qu'une partie de ta question, Marion, mais je crois que ce sujet n'a pas encore été abordé. Il fait partie des réflexions que nous conduisons actuellement en interne au musée dauphinois, et c'est un sujet que je voulais livrer à nos intervenantes et aux collègues présents. Donc Élodie et Gaël, nous sommes en train de commencer ce chantier des collections. Enfin, donc depuis maintenant, nous sommes dans une phase active, avec des décisions évidemment qui seront à prendre assez rapidement sur les demandes formulées par l'extérieur, notamment sur des demandes de prêt ou de recherche sur tel objet ou tel document. Nous sommes là sur une opération au long cours, comme pour vous toutes et tous. Comment avez-vous géré donc les demandes exprimées par l'extérieur pendant cette longue période pour le musée savoisien, et donc du côté du musée des Phares et Balises, comment vous envisagez les choses? Élodie, votre micro est coupé. Pardon. De notre côté, finalement, on n'a pas eu tant de demandes que ça, à part pour les collections archéologiques, qui, pour le coup, étaient très connues des chercheurs. Pour le reste, on a eu beaucoup de demandes de photos ou de demandes de documents, peut-être le mémorial et les estampes, mais pour le reste, toutes les collections n'ayant jamais été inventoriées complètement, tout n'était pas connu de tout le monde. Donc, finalement, là-dessus, on a été plutôt tranquille sur toutes ces années-là. Et après, finalement, les objets prêtés ou demandés en prêt étaient les plus connus du public. Donc, qui étaient plutôt restés à disposition, pour le coup. Et de notre côté, au musée, c'est un peu pareil qu'Élodie, dans le sens où avant ça, en fait, on n'avait pas énormément de demandes de prêt, du fait aussi de l'insularité des collections et d'une méconnaissance, en fait. On n'a pas encore de portail des collections, on n'est pas sur Joconde, voilà, nos collections ne sont pas connues. Mais c'est marrant que vous posiez cette question-là, parce que justement, on s'est posé la question la semaine dernière avec une demande de prêt, et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas encore abordé la question de geler les prêts pendant cette période de chantier des collections et par la suite de travaux ou pas. Donc, on est en train de se la poser. Mais a priori, on ne pense pas les geler, parce qu'à chaque fois, c'est un ou deux objets qui ne posent pas trop de problèmes. Donc bon, a priori, on se tournerait là-dessus, mais c'est encore en cours de réflexion. Nous, par contre, je vous avoue qu'il y a eu des moments où les prêts de certains objets, comme les peintures murales de Cruet, qui sont des énormes panneaux, nous ont bien aidés. On a notamment eu des prêts à des musées turinois, et c'est vrai que ça demande énormément de place. Donc, à un moment où on manquait de place pour déménager nos objets, le fait de ne pas les avoir nous a été d'un grand secours. Donc, d'ailleurs, ces musées ont même prolongé les prêts pour pouvoir nous permettre de nous aider au moment des déménagements. Je ne m'attendais pas à cette réponse, que finalement, les demandes de prêt dépôt aient pu vous servir pendant cette période du chantier des collections, parce qu'on est en train de se dire, et là je parle évidemment là, aussi par rapport à ce que pourraient exprimer les collègues, Marion Carcado notamment, on est en train de se poser la question de limiter ces prêts qui se font de façon hebdomadaire. On a des demandes très récurrentes, voire même de les geler, hein, c'est le terme que vous utilisiez, Gaël, parce que on se dit que pendant cette période viendra un moment où nous ne pourrons plus donc répondre à ces requêtes, mais on ne sait pas à quel moment nous allons devoir procéder à cette gelée des demandes. On est en train de se dire, pour tout vous dire, dans notre réflexion, que finalement, nous ne pourrons peut-être plus satisfaire les demandes des particuliers et des associations, et peut-être nous en tenir aux demandes exprimées par les musées. Voilà. Mais je vous livre un peu l'état de notre réflexion. Je ne sais pas si Marion veut éventuellement compléter, et peut-être si d'autres collègues, parce qu'en fait, je sais que beaucoup de structures qui participent
participent aujourd'hui à la réflexion sont elles-mêmes engagées dans un chantier de collection. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole sur ce sujet. Alors, dans ce cas-là, je complète ma question, à moins que Marion... Oui, je veux bien intervenir, mais j'attendais sagement qu'on me donne la parole. C'est vrai que le cas des musées départementaux isérois est un peu différent dans la mesure où la sollicitation est sans doute plus importante. Donc, c'est à la fois un temps assez chronophage pour les équipes de préparer les demandes de prêt. Et puis, en termes de suivi des objets, ça nous amène du coup à réintégrer des collections durant le chantier des collections, ce qui n'est pas forcément aisé. Alors, peut-être on partagera cette question avec le Musée de Bretagne parce qu'il indique sur son site internet effectivement que les prêts sont complètement arrêtés pendant toute la durée du déménagement des collections, ce qui est quand même plutôt la piste qu'on envisageait de suivre. Mais du coup, j'attends le retour du Musée de Bretagne ou d'autres à ce sujet. C'est vrai qu'il y a eu des moments où nous, pour le coup, on s'est beaucoup aussi posé la question et il y a des prêts qu'on n'a pas accordés où de toute façon, on n'avait pas et si ça arrivait au moment des déménagements, c'est vrai que normalement, les réserves permanentes auraient dû être construites au moment où nous avons dû quitter le musée. Donc, la question de ces espaces temporaires, en fait, elle s'est faite. Il a fallu qu'on se décide très vite finalement et qu'on trouve des espaces très rapidement. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des moments où de toute façon, on ne pouvait pas répondre aux questions. Après, c'est vrai que ça fait 10 ans que le chantier a commencé, donc on ne pouvait pas geler des prêts pendant 10 ans. Mais voilà, il y a eu effectivement des périodes où on ne pouvait pas répondre aux demandes. Après, c'est vrai qu'on avait une équipe quand même plutôt importante qui nous permettait du coup, avec la création d'un pôle uniquement chantier des collections, de pouvoir finalement faire la différence entre le chantier des collections et l'équipe collection, enfin, et les responsables de collection et l'équipe technique, qui est également interne au musée. Donc, avec finalement ces trois équipes différentes, on est arrivé à finalement bien s'organiser. Complémentairement à la question précédente, il y avait aussi un sujet que nous souhaitions aborder ce matin, qui est la question de la politique d'acquisition. Comment gère-t-on une politique d'acquisition de musées dans le contexte épineux d'un chantier de collection? Et donc, ma question là est similaire. Avez-vous ralenti ces acquisitions et suivant quel choix? Voire même les avez-vous gelés pendant X temps, ce qui paraît très complexe, évidemment, à mettre en place. Voilà. On aimerait beaucoup vous entendre là-dessus. Alors, nous, on ne les a pas gelés, on ne les a pas arrêtés. Je pense qu'on les a plus que multipliés, notamment parce qu'il avait été fait, enfin, on essaye au maximum que dans le futur parcours permanent, on ait une rotation pour les textiles et pour les estampes. Alors, on espère que ce sera possible, évidemment, une rotation tous les 3 mois. Ce qui, du coup, nous demandait une énorme quantité de collections, que ce soit uniquement pour la conservation, mais également pour les sujets traités. Donc, finalement, au niveau des acquisitions, voilà, ça fait 2 ou 3 ans que c'est très intensif. Du coup, on a eu une équipe chantier des collections et on a une équipe, puisqu'elle n'existe plus, mais on avait une équipe exclusivement dédiée aux acquisitions. Donc, nos responsables scientifiques faisaient le choix des collections qu'ils souhaitaient acquérir. Et à côté de ça, nous avions des agents exclusivement dévolus aux questions administratives et techniques qui, du coup, eux, se chargeaient du coup, de la mise à l'inventaire de ces collections. Alors, du coup, on était 2 équipes différentes et par contre, on partageait les espaces dans les espaces de réserve. Donc voilà, on s'est un peu battu pour la place à certains moments, mais voilà, ça nous a demandé du coup de diviser un peu nos forces. Merci Gaëlle. Alors de notre côté, en fait, on a la particularité d'être une équipe projet qui s'est stabilisée l'année dernière. On n'est que 5, donc en fait, on n'a pas encore réellement de politique d'acquisition. Donc de fait, on n'est pas en recherche d'objets que nous pourrions acquérir. Et ça vient un peu à nous
tout seul parce qu'on récupère beaucoup d'objets patrimoniaux des services des phares et balises qui se trouvent un peu partout en France et sous forme d'affectation. Donc, on est plutôt sur cette réflexion-là. Et sinon, on a eu des acquisitions ces 3 dernières années qui étaient des opportunités de dons de particuliers qui nous présentaient des objets très intéressants et qu'on a acquis. Mais voilà, on est plutôt sur une quinzaine d'acquisitions ces 3 dernières années. Donc, voilà, la question se pose moins pour nous, on va dire. J'ai profité de votre intervention, Gaëlle, pour rechercher les chiffres. Il y a 2 ans, on avait fait rentrer 230 acquisitions et l'année dernière, plus de 500. Donc voilà, on a bien… Après, c'est vrai que d'avoir des agents exclusivement dévolus à ça, je vous avoue, on n'aurait pas pu s'en sortir sans. On ne pouvait pas émener de front la conception du parcours permanent, notamment au niveau des responsables de collection, dont normalement c'est les missions habituelles, et l'entrée des collections, et la recherche du coup des objets, plus de toutes les démarches administratives. Merci pour ce retour. Chaque projet est singulier, hein, on l'a exprimé en début de séance. On sait qu'il est difficile comme ça de transposer une situation à une autre, et puis vous l'exprimez bien, cette diversité. Est-ce que parmi les collègues qui sont présents, certains souhaiteraient faire d'autres retours d'expérience, intervenir sur les sujets qu'on vient d'aborder? Il n'y a pas de… Personne ne lève la main pour l'instant. Ah, Bénédicte. Oui, Bénédicte. Merci Olivier. Donc, par expérience, ayant participé au chantier collection du MUSEM, moi j'avais une petite question. D'abord pour les phares et balises, puisque vous avez des dépôts, est-ce que vous avez discuté avec les propriétaires des objets, parce que vous intervenez quand même physiquement sur les objets dans le chantier collection, et est-ce que vous avez demandé leur autorisation? Oui, oui, bien évidemment, tout ça ne se fait pas sans Non, parce leur que autorisation. non, parce que c'est souvent on oublie, parce que comme on le pense, quelquefois on y pense pour des interventions fondamentales en restauration, mais quand ce sont la conservation préventive, on oublie un peu. Et deuxièmement, comme vous avez parlé des formations, et, enfin vous avez toutes les deux soulevé le problème aussi des conditions de travail. Vous avez dit toutes les deux que c'était pas facile, en particulier au musée Savoisien, les conditions climatiques. Et ça, je pense que c'est aussi important quand on fait des formations, surtout quand c'est en interne, de faire des formations aussi en ergonomie du travail, parce que je pense que ça peut être fatigant et ça peut être important de le faire, parce que par expérience, moi j'ai conduit des équipes, et quand on a fait aussi avec justement Jeanne Chinard et Florence Bertin au château de Compiègne dans des conditions climatiques un peu compliquées, c'est important aussi de bien préparer, je pense, la fluidité des postes de travail. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, tout à fait. Nous, au musée, on a réalisé une formation sur les troubles musculo-squelettiques. C'est une formation qui devait normalement arriver avant notre deuxième chantier des collections qui était le plus dur, mais malheureusement, cette formation a été reportée. Donc, on l'a réalisée après avoir fait le plus dur. Mais effectivement, ouais, ça a été dans notre réflexion de ce chantier des collections de se former au maximum pour prévenir les maux du corps. Nous, c'est vrai que ce qui a été compliqué, c'est qu'on s'est installé dans des espaces temporaires. Donc, au niveau de l'adaptation des locaux, on n'était pas libre de ce qu'on voulait faire, ni même au niveau du matériel utilisé. Par contre, c'est vrai que à force de faire le chantier des collections textiles, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le choix et on a acquis tout un matériel, notamment pour les tables de dépoussiérage. Les tables électriques qui permettent de se monter et de se descendre. Alors, on a hésité, en fait, à prendre des modèles adaptés, finalement, à nos collections. Finalement, on a opté pour des modèles standards parce qu'en fait, on ne savait pas comment on pourrait les organiser dans les nouveaux locaux que nous aurions. Donc, on a préféré, finalement, prendre quelque chose d'assez générique tout en pouvant s'adapter au niveau des différentes tables et des différentes tailles. Plutôt que d'avoir un mobilier qui ne pourrait aller que dans un seul espace. Par contre, on a également joué avec les sièges, là aussi ergonomiques, qui viennent tous de la même société, et on a travaillé du coup avec l'infirmière de la médecine du travail pour ce chantier-là.
Alors, Élodie, Gaël, vous en avez parlé dans vos interventions, mais y revenir parce que c'est un élément important dans l'organisation d'un chantier de collection, c'est la part de ce qui est internalisé, qui, j'ai l'impression, est importante dans les deux cas, avec un engagement fort de la part des équipes et des collectivités donc donc sont concernées et qui gèrent les deux structures, et la part de l'externalisation. Voilà, si vous pouvez y revenir avec des éléments factuels. Alors, au musée, donc, on fait ce chantier des collections en interne avec notre petite équipe, mais avec voilà, ce groupement de conservateurs, restaurateurs qui nous accompagnent avec une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc ça en interne et le transport on externalise. On a transporté dans d'autres réserves temporaires dans l'attente d'avoir des réserves définitives au musée, tout en interne ce qui était petit et moyen format, donc ce qu'on pouvait en fait porter tout simplement. Et on a externalisé pour le transport des grands formats et des objets pondérés. Alors, nous, dans notre cas, pour le coup, on a tout fait en interne, excepté la numérisation de certaines collections comme les cartes postales ou certaines collections papier comme on fera les photos anciennes et les plaques de verre qui ont été notamment couplées avec des marchés réalisés avec les archives qui avaient des collections similaires. Mais en ce qui concerne les objets proprement dits et pour que ce soit les déménagements ou la création de conditionnement, on a tout fait en interne. Merci. J'ai pour ma part beaucoup de questions, mais je ne veux pas non plus accaparer la parole. Est-ce que des collègues souhaiteraient intervenir? On est là sur des sujets aussi un peu sensibles, hein, d'engagement des équipes, des moyens budgétaires, on va y revenir, qui sont consacrés à ces opérations. Mais il y a évidemment des questions aussi sur les chiffres. Alors, oui, notre collègue du Centre historique minier. Alors, je n'ai pas votre nom, si vous pouvez vous présenter. Alors, bonjour, je suis Emmanuelle Hiberni, donc du Centre historique minier, je suis chargée des collections. Et j'avais une question justement sur quels sont les critères qui ont défini votre choix de faire ou non interne ces opérations. Est-ce que c'est juste des questions budgétaires ou est-ce qu'il y a d'autres critères qui sont rentrés en ligne de compte? Alors, pour le musée des Faribalis, ça a été un double critère. Effectivement, hein, l'aspect financier qui a été très important et aussi le fait que nous sommes une équipe projet, donc plus facilement mobilisable, si je puis dire, pour travailler sur ce chantier des collections. En plus, une petite équipe. Et puis, c'était aussi l'occasion de faire nous-mêmes et ça a été très enrichissant, ça on l'a remarqué durant nos 2 premières étapes de chantier des collections. Donc voilà, un double critère. Pour nous, il y avait du coup la fermeture du musée puisqu'elle s'est faite 2 ans après le début du chantier des collections. À la fois parce que il fallait que le musée puisse commencer ses travaux, mais également de toute façon parce qu'on n'avait plus les autorisations de sécurité, puisqu'on n'était pas adapté et aux normes incendie et aux personnes handicapées. Donc voilà, on savait que de toute façon, nous, il faudrait fermer et on était quand même une équipe de 25. Après, c'était également le moment de bien connaître nos collections parce qu'il y avait eu des inventaires de fait, aucun n'était complet. Donc finalement, à part notre responsable des techniques qui était là depuis 30 ans, c'est vrai qu'on ne connaissait pas la collection dans sa totalité et encore aujourd'hui, on a des belles découvertes. Ok, merci.
On a bien compris qu'un chantier des collections est affaire de priorisation. Hein, en vous écoutant ce matin, on le savait, mais on le sait sans doute encore davantage. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé parmi beaucoup d'autres, c'est celui de la restauration des collections dans le cadre d'un chantier de cette nature. Et précisément, pour les opérations de restauration qui ont été envisagées, réalisées, ou qui sont en passe de l'être. Du côté de vos deux structures, comment les choses ont été envisagées? Comment avez-vous priorisé nécessairement ces opérations parce qu'on ne peut pas tout faire? Alors pour nous, les restaurations qui ont été faites dans le cadre du chantier des collections, ça a été fait des restaurations en urgence pour des objets qui, pour le coup, pouvaient être en danger. Pour toutes les autres restaurations, et il y en a eu beaucoup, elles ont été faites dans le cadre du futur parcours permanent. Donc, on n'a pas du tout arrêté les restaurations. On a même eu des études avant restauration. Mais pour le coup, elles étaient beaucoup plus tournées vers les objets présentés que vers les collections non exposées. Et pour nous, c'est un peu pareil. Après, on n'est pas dans la même temporalité, dans le sens où ma collègue Rachel est en train de rédiger le marché de restauration, justement, avec l'aide très précieuse de notre groupement de restaurateurs. Mais là, de même, en fait, ça va être de prioriser les objets qui seront présentés dans le futur parcours permanent. Et par la suite, le reste des objets étalés sur plusieurs années. Merci. D'autres prises de parole parmi les collègues? Retour d'expérience? Alors, vous avez évoqué l'une et l'autre un sujet qui est celui de ces espaces intermédiaires, tampons, en attendant de pouvoir disposer de locaux plus adaptés, hein, de nouvelles réserves, n'est-ce pas Élodie, ou d'avoir des réserves rénovées qui existent déjà mais qui sont rénovées dans le cas du musée des Phares et Balises. Comment est-ce que vous avez géré ce sujet qui n'est pas simple? Était-ce des locaux qui relevaient déjà de la collectivité, du musée même, ou avez-vous dû en trouver d'autres, hein, voilà. Alors nous, on avait déjà des locaux temporaires qui dépendaient du coup du département. Par contre, pour les bâtiments qu'on a dû trouver en urgence, on en était à un point, à un moment où on prenait tout ce qu'on pouvait, qui nous permettait du coup d'au moins sécuriser les objets, notamment concernant les vols, etc. Par contre, effectivement, on ne cherchait pas que des bâtiments qui dépendaient du département. D'ailleurs, celui qu'on a aujourd'hui pour les collections textiles et arts graphiques, on le loue et une fois qu'on aura nos nouvelles réserves, on le rendra à la structure. Alors de notre côté, nous, quand le marché en fait du chantier des collections a été lancé en 2019, il y avait ce projet de construction de pôles de conservation qui devait être construit et finalisé au moment où les chantiers des collections, eux aussi, se terminaient. Donc en fait, on a été pris de court. C'est pas le bon terme, mais en 2021, on décide de ne plus faire ce pôle de conservation. Et donc voilà, effectivement, on a dû trouver des espaces temporaires pour stocker temporairement nos objets qui étaient un peu partout. Et donc, on a cherché des locaux à louer et finalement, ça s'est tourné sur des locaux que le département possédait, mais qui n'étaient plus utilisés pour pouvoir stocker ces objets, mais dans des conditions qui ne sont pas du tout satisfaisantes, hein, climatiquement. Voilà, on n'a pas du tout de contrôle du climat, malheureusement. Niveau humidité, ça va, on n'a pas trop à plaindre, mais ce n'est pas du tout satisfaisant. Mais ce temporaire, on a peur qu'il dure un peu le temps que les réserves à Ouessant se construisent. Nous sommes dans le cas là donc de nouvelles réserves d'un côté, de réserves qui existent déjà mais qui vont être rénovées de l'autre.
C'est une question un peu technique, mais qu'on s'est évidemment tous posé dans le cas de figure d'un chantier de collection avec un nouveau bâtiment ou un bâtiment rénové au bout. C'est celui de la part consacrée dans les magasins aux collections qui ne sont pas encore là. Donc les espaces dédiés à l'accroissement. Voilà. Comment est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet et quelle est la part réservée aux accroissements à venir, si on peut avoir un ordre d'idée dans vos projets? Alors nous, pour le coup, entre notre réserve archéologique, où là, l'apport de collection a été anticipé, donc elle doit être à peu près remplie à peut-être un peu moins de la moitié à l'heure actuelle, ce qui du coup nous a notamment sauvés, parce qu'on en a profité pour stocker une grande partie des objets qui étaient dévolus au futur parcours permanent. Pour la deuxième réserve qui est en construction, c'est beaucoup plus compliqué parce que quand une estimation avait été faite en 2012 par une société externalisée qui avait estimé nos collections à 70 000 objets. On sait aujourd'hui qu'on est à plus de 100 000, on n'a pas fini le chantier et on continue l'accroissement des collections. Donc, ce manque de place joue notamment sur la réalisation de nos conditionnements et la manière dont on traite les collections. Au départ, quand on a pensé le chantier textile, on s'était dit que tous les éléments sur cintre, enfin qui étaient à l'époque conditionnés sur cintre, iraient dans des boîtes de conservation. Au vu de la place demandée, on a changé de politique et on ne met du coup en boîte que les éléments dont la mise sur cintre serait une mise en danger. Pour les collections du coup qui sont en très bon état, on a fait ce choix du coup de réaliser les conditionnements sur cintre en interne pour essayer de maximiser autant que possible notamment la suppression des poids, le soutien des coutures, etc. Alors pour nous, donc à l'origine, il va y avoir un pôle de conservation. Il y avait une marge d'accroissement de prévu, mais dont je n'ai malheureusement pas les chiffres, mais que je pourrais chercher et vous transmettre par la suite. Alors là, donc revirement de situation. En fait, on est en train de chercher les espaces sur le site du phare qu'on pourrait utiliser pour agrandir nos réserves. Donc concrètement, la marge d'accroissement n'est pour le moment pas du tout dans nos réflexions. On est plutôt déjà en train de se demander si on va pouvoir y stocker tous nos objets. Donc voilà, ça arrivera peut-être par la suite, mais pour le moment, malheureusement, on ne peut pas en fait se permettre d'y penser. S'agissant toujours de ces locaux de conservation des collections, ce ne sont pas des réserves mutualisées, d'après ce que j'ai compris. Et peut-être pouvez-vous quand même le clarifier, ce point. Et puis peut-être, au moins pour le projet savoisien, même si, Gaël, vous avez peut-être des éléments à nous apporter aussi sur ce sujet, comment sont organisés les magasins? Comment sont-ils structurés dans les grandes lignes? Alors, notre réserve archéologique, alors, le bâtiment, pour le coup, est partagé avec le SRH. Chaque institution dispose d'un étage. Ça nous permet également de recevoir les chercheurs qui, pour certains, ont leur bureau dans l'espace. Pour les prochaines réserves, on aurait dû être mutualisé avec les archives. Et ils auraient dû avoir un magasin. Et puis, finalement, ils nous ont aidés puisqu'ils stockent chez eux une partie, enfin, notre connexion qui, pour le coup, elle est déjà passée sur le chantier des collections parce que, en fait, quand on est arrivé, on a tout mis dans l'espace parce qu'il fallait absolument qu'on quitte le musée très rapidement. Le but du jeu, c'était de tout faire rentrer. Sauf qu'à un moment, pour pouvoir passer sur le chantier et faire un meilleur conditionnement, il nous fallait plus d'espace. Donc, ils ont eu la gentillesse de nous prêter ce local. Ce magasin qui n'était pas utilisé chez eux, et du coup, finalement, c'est la même superficie que le magasin qu'ils auraient dû avoir dans nos réserves. Donc, résultat, ils nous rendent l'espace qu'ils auraient dû avoir chez nous et ils récupéreront le local qui est chez eux. Pour les magasins dans la future réserve, pour le coup, nous, on a très peu de vision là-dessus. Les choses ont été mises en place avec l'architecte. Donc, pour le coup, l'équipe du chantier des collections, pour pas mal de choses notamment, doit, avant de concevoir
les conditionnements, réfléchir à ce qui a été décidé, le nombre de tiroirs, les étagères, etc. Puisque du coup, c'est des réserves à climat contrôlé. Donc, on pourra, les différents espaces n'auront pas forcément les mêmes configurations et les mêmes le climat. On a également cette différenciation dans les réserves archéologiques où on a un espace plutôt stable, un espace pour le métal et un espace pour les réserves organiques. Enfin, les collections organiques, pardon. Et pour nous, donc effectivement, à l'heure actuelle, on n'est pas encore sur une organisation en magasin. Pour les futures réserves, a priori, on se dirigerait vers une organisation en fonction du format des objets, parce que c'est vrai qu'on a de très grands formats et d'autres bien plus petits. Et en ce qui concerne les réserves non mutualisées, donc pour le moment, on n'en a rien de mutualisé, mis à part notre important fonds photographique qui est stocké à la réserve muséographique à Quimper, dont la majorité des collections sont celles du musée départemental breton et qui nous ont gentiment prêté des espaces. À la base, c'était en urgence, si je puis dire. Lorsque le dépôt de photos est arrivé, voilà, finalement, elles sont très bien là-bas dans des conditions très satisfaisantes. Donc, à voir si elles restent stockées là-bas par la suite. Merci à vous. Il y a un sujet que vous avez un peu abordé l'une et l'autre, qui est la question des prises de vue des collections qui vont être transférées, qui l'ont été parfois déjà, au moins dans des locaux provisoires, et sous-jacente aussi la question d'un plan de numérisation qui a été envisagé ou pas dans le cadre d'un chantier tel que celui que vous conduisez. Donc c'était ma question, à la fois les prises de vue dont nous avons besoin évidemment pour documenter les collections, mais aussi l'aspect valorisation aussi pour le public au bout de la chaîne. Alors, donc pour nous, au moment des différentes étapes du chantier des collections, je vous avais dit en amont, on avait réalisé une formation prise de vue qui était très bien, très complète, avec toutes les caractéristiques d'un appareil photo, tous les réglages que l'on pouvait faire, etc. et la manière dont il fallait photographier des objets. Mais ensuite, sur le terrain, on s'est rendu compte qu'on n'avait clairement pas eu le temps, en fait, d'accorder autant de temps à cette étape de la prise de vue, et surtout en fait pour notre deuxième chantier des collections, donc qui se réalisait dans un hangar avec des objets de très grand format. Voilà, on n'avait pas du tout la possibilité de mettre un fond neutre derrière l'objet, de faire plusieurs photos. En fait, on n'avait ni le temps ni les possibilités techniques. Et en ce qui concerne la numérisation, on a eu la chance, lorsque cet important dépôt de photos qui représente en fait la plus grande partie des documents graphiques, lorsque ce dépôt est arrivé, il y a eu une campagne de numérisation. Donc tous ces objets sont déjà numérisés, c'est une chose dont on n'a pas à s'occuper à l'heure actuelle, mais on a tout un fonds d'archives aussi qu'il faudrait numériser. On n'a pas encore abordé cette question-là au sein de l'équipe. Pour nous, à part les quelques campagnes de numérisation comme les cartes postales, tout est fait en interne. En fait, on a la chance d'avoir une photographe à 100% chez nous. Donc, résultat, c'est elle qui se charge de toutes les premières photos sur fond gris que vous avez pu voir dans mon PowerPoint. Toutes sont ses réalisations. Donc, elle couvre à la fois la prise de vue des photos, mais également des événements internes au musée, les événements qu'on a pu organiser et qu'on organisera. En ce moment, elle suit à la fois l'emménagement des collections ou l'avancement des travaux du musée. Par contre, au sein des espaces où nous récollions, du coup, ça nous a demandé une plus grande organisation, dans le sens où l'espace qu'elle avait besoin et l'organisation de la prise de vue était différente en fonction des collections. Donc, que ce soit dans l'espace textile, l'espace art graphique ou la réserve archéologique, elle dispose d'un espace pour être photographiée. Également, dans la réserve où il y a des très gros objets, elle a un espace de prise de vue. Alors après, à chaque fois, du coup, ça a demandé
une organisation différente. Pour les arts graphiques, elle a pu garder le fond aspirant qu'elle avait dans l'ancien musée. Par contre, pour les textiles, ce sont nos techniques qui lui ont fabriqué en fait un fond en bois gris sur lequel elle peut suspendre les objets. Et puis, pour l'archéologie, du coup, elle dispose également d'un socle pour lequel elle a un support d'appareil photo. Donc, on s'adapte à chaque fois, mais du coup, ça nous demande d'organiser l'espace entre elle, nous, et puis les acquisitions, les collections traitées, les collections non traitées, les collections traitées mais à photographier, et puis les collections traitées, photographiées et arrangées. Quitte à les déménager aux archives pour pouvoir gagner de la place. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions, retours d'expérience de la part des collègues là, qui sont avec nous? Alors, il y a un sujet que nécessairement, quand on engage un chantier de collection, on doit assez vite arbitrer, compte tenu du temps dont on dispose, qui n'est quand même pas extensible, et du traitement que l'on opère des collections. Et de ce point de vue, je voulais donc vous entendre là-dessus, sur là aussi, les choix qui ont été faits ou qui vont être faits dans le cadre des opérations que vous conduisez, parce que, évidemment, nous sommes soucieux de pouvoir documenter les objets et les documents que nous conservons, mais que malheureusement, le temps consacré à la recherche pour mieux connaître nos objets et les renseigner, notamment sur les bases, mais aussi dans le cadre d'une en ligne, n'est pas aisé parce que nous conservons beaucoup de pièces et que parfois il est très difficile de pouvoir les documenter. Donc comment avez-vous opéré du côté du musée des Phares et Balises et du côté du musée savoisien, ou en tout cas comment envisagez-vous d'opérer? C'est vrai que pour nous, c'est une question que Jeanne et Chinard nous avaient posée en fait lorsqu'il fallait concevoir le fichier traçabilité qu'on allait utiliser durant toutes les étapes du chantier des collections. Et à la base, on s'était dit effectivement, c'était le bon moment d'effectuer des recherches et de pouvoir documenter tous les objets qu'on allait traiter, surtout qu'il y en a certains qu'on ne connaissait pas du tout, ces 150 objets qui sont arrivés récemment. Mais voilà, malheureusement, la réalité du terrain est tout autre et c'est quelque chose qu'on a totalement mis de côté, malheureusement, mais qu'on reprendra lorsque les réserves seront réaménagées et agrandies. Voilà, c'est quelque chose qu'on garde quand même, mais qu'on a dû complètement mettre de côté lors des étapes du chantier des collections. Nous, du coup, on s'est organisé un peu en deux parties avec le chantier des collections proprement dit, où on ne prend en compte finalement quasiment que l'objet qui est devant nous. On ne fait pas du tout de recherche au moment où on passe l'objet au chantier des collections. Alors, c'est un peu différent pour le chantier textile parce que on avait fait une exposition avant de faire la dernière exposition temporaire qu'on avait faite en partenariat avec la Haute-Savoie, où on avait, nous, en interne, étudié ces collections. Donc, ce qu'on avait étudié, on avait pu le mettre de côté. Mais autrement, finalement, on n'indique que ce qu'on voit. Et après, c'est notre collègue qui est documentaliste qui s'occupe, elle, du récollement en faisant la comparaison entre les anciens inventaires, ce que nous, on a pu voir, et les dossiers d'œuvres s'il en existe. Donc, finalement, on a toujours une vérification après le passage de l'objet entre nos mains. Et c'est arrivé du coup que nous, on n'ait pas pu identifier des objets parce qu'il n'y avait pas le numéro dessus et qu'elle puisse l'identifier avec les anciens inventaires. Nous, on a pu du coup se rendre compte qu'il y avait des erreurs, des doublons de numéros qu'on a pu signaler. Et elle, du coup, on a pu retrouver. Alors, il y a des choses qu'on ne retrouvera que le jour où on aura tout passé sur le chantier des collections. Mais en tout cas, cette double casquette permet d'avancer en parallèle. Donc, j'entends que vous vérifiez les données qui existent sur les objets, les documents, mais que vous n'allez pas au-delà en termes de recherche. Non. Hein, je dis ceci pour nous consoler du côté de l'Isère, parce que nous savons que nous avons évidemment
toutes et tous un intérêt pour nos collections et aimerions les renseigner davantage, mais que nous avons dû faire le choix de faire un travail minimum finalement par rapport à cette opération. Nous, à un moment, on allait jusqu'au fait de... Parce que les inventaires avaient été numérisés. Quand on passait les collections, notamment archéologiques et ethnographiques, quand on ne savait pas ce qu'étaient les objets, on avait normalement l'interdiction d'aller voir sur les inventaires ce qui avait été identifié. On s'est rendu compte, justement parce qu'on s'est rendu compte que des fois sur les inventaires, il y avait des erreurs. Et du coup, nous, le fait de ne pas savoir ce que c'était, ça obligeait du coup notre collègue à faire des recherches et on a pu du coup effectuer des changements suite à ça. Alors, je ne dis pas qu'aucun de nous n'est jamais allé voir en catimini les inventaires, mais normalement, pour vérifier ce qu'on pensait, mais normalement, on était parti du principe que sur le chantier, on ne fait que ce qu'on voit. Bonjour Élodie, moi j'avais une question, donc Céline du musée dauphinois. Quand vous aviez des objets sans numéro d'inventaire, est-ce que vous mettiez une numérotation provisoire ou vous l'inventoriez dans vos collections? Alors non, on l'inventorie dans les collections en lui mettant un numéro rétrospectif. Alors on a on a fait plusieurs. On passe tout en 2012, même ce qu'on passe encore aujourd'hui, excepté pour les collections numismatiques, puisqu'en fait une première étude avait été faite, donc on a fait le choix de garder les numéros de catalogage. Donc on est parti, on a commencé le chantier là en 2013, donc on a des numéros 2013.0.1 et ainsi de suite. Pareil pour les collections de médailles, etc. Mais pour tout le reste, on met des numéros en 2012. Et quand on arrive, par contre, en tout cas, notre collègue arrive à retrouver l'ancien numéro, c'est arrivé quelques fois, on remet l'ancien numéro pour éviter d'avoir des objets avec plusieurs numéros d'inventaire normalisés. On a eu quelques objets qui font partie d'un inventaire, pour le coup, non normalisé. Et ces numéros-là, par contre, on ne les a pas gardés et on a tout mis en 2012. D'accord, merci beaucoup. De rien. Alors, Manon Six, malheureusement, n'a pas pu nous rejoindre, hélas. Je vous propose, à moins qu'il y ait encore une ou deux questions, non, a priori, de clore cette séance. Peut-être proposer, si elles en sont d'accord, Élodie, Gaëlle, mais aussi ce qui permettra d'avoir quand même un aperçu de la présentation de Manon Six, de pouvoir partager les PowerPoint, si vous voulez bien, que vous avez réalisés. Bon, il y a évidemment l'enregistrement de notre séance du jour. Donc, vous remercier chaleureusement l'une et l'autre d'avoir accepté de participer à ce deuxième jeudi de la FEMS de l'année. Et puis profitez aussi de vous retrouver aujourd'hui pour vous rappeler que les rencontres professionnelles, mais là je vais laisser François Dossin compléter, sont imminentes. Voilà, et qu'il n'est pas encore trop tard pour s'inscrire. Oui, en effet, vous avez encore quelques jours, donc jusqu'à lundi prochain pour vous inscrire à ces rencontres qui, pour rappel, auront lieu du 29 mars au 1er avril dans les Vosges du Nord, autour de la question de la création contemporaine. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi si c'est un aspect logistique qui vous freine dans votre inscription. Les Vosges du Nord sont plus accessibles qu'on ne peut le croire, et on peut regarder ça ensemble si vous voulez. Et voilà, moi j'en profite pour remercier donc Olivier d'avoir animé ce jeudi de la FEMS et à vous tous pour votre participation. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour prendre connaissance de notre programmation, donc des prochains jeudis et de nos prochains rendez-vous. Merci à tous et à très bientôt.